d'attention au minimum. Et les voilà partis. Ridicas et Pépé pourra. Zarkava, vous aviez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Paul Gall, il n'est peut-être pas vaincu, mais il est aujourd'hui invincible. La championne de mon cœur qui va terrasser l'opposition. Jean-Michel Bazir, République, on vous aime. Trêve qui formidable ici, va s'imposer, rester invaincu. Incroyable docteur de ballon qui rentre dans l'histoire. Bienvenue dans Epic Story, le podcast qui donne la parole aux acteurs du monde épique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode d'Epic Story. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de Giovanni Laplace, agent de jockey, notamment de 12 jockeys, 3 en obstacle et 9 en plat avec son compère Pierre-Alain Chéreau. Il nous parle de son bilan, de son métier, de son quotidien et de ses ambitions. Bonne écoute à tous. Bonjour Giovanni, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau numéro d'Epic Story. La première question est la suivante, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et quel a été ton parcours jusqu'à présent? Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Giovanni Laplace, j'ai 35 ans, je vais sur mes 36, agent de jockey dans la discipline du galop et de l'obstacle. Mon parcours, il est assez simple. J'ai grandi près d'Angers, j'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai arrêté pour commencer à travailler très tôt dans le commerce. Et j'ai rapidement trouvé du travail dans les courses hippiques où j'étais rédacteur pour un site internet qui s'appelle Turf.fr. Pendant assez longtemps. Et j'ai commencé mon métier d'agent de jockey la première fois en 2013. Ok, et du coup, d'où te vient cette passion pour les chevaux et les courses de chevaux et c'est quoi ton premier souvenir dans un hippodrome et lié à ce milieu? Écoute, en fait, j'allais avec mes parents sur les hippodromes quand j'étais petit. Mon père était turfiste, ma mère l'accompagnait. Et rapidement, je me suis pris de passion. Au départ, pour être très honnête, pas forcément pour le cheval, l'animal, mais plus pour le jeu, c'est-à-dire pour l'aspect compétition. J'adorais ce côté passionnel dans les tribunes quand je voyais les gens encourager le cheval qu'ils avaient joué ou dont ils étaient propriétaires ou entraîneurs. Et tout de suite, ça m'a plu. Les premiers souvenirs, c'est les hippodromes, c'est assez global, mais c'est les hippodromes de par chez moi, dans l'Ouest, le Lion d'Angers, Angers, Cran, etc. Avec la ferveur du public, ça marque quand on est petit et ça donne envie ensuite d'être dans ce milieu-là et de gagner les grandes courses, quoi. Du coup, ton plus beau souvenir dans le monde des courses, ce serait quoi la plus belle atmosphère que tu as vécue sur un hippodrome et que tu as vue? Alors, mon plus beau souvenir, j'avais été propriétaire, enfin, j'ai toujours des chevaux en propriété dans le trot. Et un des premiers chevaux qu'on a eu, il s'appelait Swing Perrine. Et j'étais tout jeune. Et en fait, c'était une petite course à Gournay-en-Bray, qui aujourd'hui, en fait, ça me paraît dérisoire. Mais à l'époque, c'était la première part de cheval qu'on avait. Le cheval avait gagné. Et je me rappelle que j'étais tout ému, j'en avais pleuré. Voilà, il y avait mes parents qui étaient là, tout le monde. C'était vraiment un beau souvenir familial. Ça, vraiment, c'est pour le côté émotion. Et sinon, mon plus beau souvenir dans les courses, il y en a plusieurs parce que l'année dernière, on a gagné quand même l'Arc avec Christiane, avec Ace Impact. C'était génial. C'était une super aventure. Sinon, je dirais plus globalement l'aventure avec Bertrand aussi, l'estrade avec lequel je travaillais, avec Docteur de Ballon. C'était un pari osé qu'on avait fait de se bloquer sur ce cheval-là, qui n'était même pas sûr de courir au moment où on l'avait pris. Louisa Carberry nous avait fait confiance et c'était génial l'arrivée. Enfin, c'était très émouvant. Et puis, il y en aurait plein d'autres, j'en oublierai, mais l'année là où on a gagné 3 groupes 1 de suite en 15 jours avec James aussi à Auteuil, j'étais dans les tribunes, c'était royal. Et puis, toutes les courses, en fait, je crois, tout simplement. Et du coup, tu évoquais le fait d'être propriétaire dans le trot. Quand on est propriétaire et qu'on gagne, les émotions, elles doivent être quand même assez incroyables. Ouais, honnêtement, c'est décuplé. Autant dans notre métier d'agent, si, quand on commence, je pense, dans ce métier-là, la moindre victoire, on est heureux, etc. Après, quand on commence à être agent à haut niveau, et en fait, c'est un devoir de gagner. Ça reste un plaisir, mais c'est un devoir, c'est une obligation quand on a les
les top jockeys du classement. Donc ça perd un petit peu de saveur au quotidien, même si on sait l'importance que ça a de gagner une course et la difficulté. Mais ouais, en tant que propriétaire, c'est décuplé parce que c'est des chevaux qu'on suit, auxquels on s'attache. Je pense que quand on est éleveur, ça doit être encore surdimensionné parce qu'on les a vus naître. Mais ouais, ce sont des émotions à vivre au moins une fois dans sa vie, je pense, quand on est passionné de courses de chevaux. Et du coup, ton cheval de cœur, c'est le cheval que tu évoquais tout à l'heure qui a gagné à Gournay-en-Bray, ou il y en a d'autres, des chevaux que tu aimes vraiment plus que les autres? Non, pas forcément celui-là. Celui-là, c'était vraiment la première émotion. C'est comme souvent les premières fois. J'ai un cheval auquel j'étais très attaché qui s'appelait Twist Depot. Voilà, c'est un cheval que j'avais acheté pour pas trop cher à réclamer et qui avait pris énormément de gains, qui avait gagné énormément de courses, qui était très spécial, mais qui avait un gaz de folie. Et c'était une belle histoire humaine avec Charlie Marie, son entraîneur. Donc celui-là, il reste un peu dans mon cœur. Et puis après voilà, honnêtement, je ne suis pas du genre à faire beaucoup de préférences. J'ai des souvenirs avec tous les chevaux avec lesquels on gagne, que ce soit en propriétaire ou en tant qu'agent. Et c'est ça qui est génial, c'est que tous les ans, toutes les semaines, tous les mois, c'est un éternel recommencement et on est toujours dans l'émotion constamment tous les jours. Et c'est ce qui fait que c'est passionnant, quoi. Ok, du coup, on va parler un peu plus spécifiquement de ton métier d'agent de jockey, mais avant, tu as évoqué au début le fait que tu as commencé dans le monde des courses en étant rédacteur sur un site lié aux courses. Comment ça s'est fait, combien de temps ça a duré et en quoi ça consistait comme travail? Ben, c'est drôle, je cherchais du boulot. Je travaillais dans le commerce et j'en avais marre. Ça me plaisait pas plus que ça. C'est pas que j'étais maladroit, mais c'est que c'était pas mon truc. Je me voyais pas faire toute ma vie là-dedans. Et j'ai envoyé comme ça des CV, des lettres de motivation à tous les sites internet liés aux courses, Paricure, enfin tout, on voit bien tout ce qu'il peut y avoir comme site. Et il y avait ce site-là qui cherchait un rédacteur pour écrire des articles au départ. Et ils ont fait un concours un peu d'écriture. On était nombreux à le faire. Et par chance, comme dirait M. Dubois, il faut avoir un peu de chance dans la vie, j'ai gagné le concours. Et du coup, ils m'ont pris et ça a duré très longtemps. Et j'ai travaillé très longtemps pour eux. Et c'était très agréable. Et c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier dans le monde des courses. Ok, et c'est ce qui t'a aussi donné envie d'être agent de jockey ou tu avais déjà cette idée-là un peu avant? Eh ben non, agent de jockey, ça a été un concours de circonstances, un heureux concours de circonstances. J'ai commencé par le propriétariat, moi, en fait, au trot. Et un jour, je suis chez Charles-Antoine Marie, mon entraîneur, et il y avait des jockeys. Il y avait un ancien jockey d'obstacles qui s'appelait Marc Lamazoulares, qui avait beaucoup de potentiel, mais qui était fragile. Et on a bien sympathisé avec Marc, et il me dit, Joe, il n'y a pas trop d'agents en obstacles. Il n'y en avait même pas du tout à ce moment-là. Et je te verrais bien faire ça. Et je lui dis, bah, écoute, Banco, pourquoi pas essayer? Et ça me plaisait bien d'allier ce côté un peu quand même commerce et puis passion des courses. Et il y a tout de suite Bertrand Lestrade qui s'est greffé au truc. On a fait une belle histoire, une première histoire qui a duré 2 ans et demi, 3 ans avec une cravache d'or à la clé. Et ça s'est fait comme ça en fait. Ça a été le déclencheur. Ok. En quoi ça consiste comme métier agent? Comment est-ce qu'on le devient et quelles sont les journées types s'il y en a? Alors, comment on le devient? Il n'y a pas d'études pour ça. C'est ouvert à tout le monde. Il faut simplement faire les démarches administratives nécessaires auprès de France Gallo ou du trot pour le trot. Et puis avoir le bon statut juridique adéquat. Mais il n'y a pas d'études, il n'y a pas de concours, il n'y a rien de tout ça. Après, une journée type, ça commence très tôt. Voilà, honnêtement, 7 heures, on est déjà au taquet, on est déjà dans le dur. On termine très tard. Et en fait, c'est un métier qui est passionnant, mais qui est très prenant pour nous et surtout pour nos proches, parce que le téléphone, il sonne tout le temps, 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 et c'est parfois compliqué pour les gens qui vous entourent, parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à leur consacrer. On est toujours dans l'urgence, donc il faut toujours répondre. Il faut être au taquet pour toujours avoir un temps d'avance sur ses collègues adversaires. Donc, ouais, c'est pas si simple que ça prend énormément de temps. Le week-end, il y a les courses, donc il faut regarder ça au maximum aussi, se déplacer sur les hippodromes, savoir aussi travailler de la maison. Donc, c'est pas tout simple et on essaye d'alterner ça comme il faut, mais c'est pas tout facile. Et il y avait une troisième question, je crois que tu m'as dit, mais je ne me rappelais plus.
ce que La tu m'as troisième posé. question, c'était est-ce que c'était par rapport à la journée type, mais du coup, tu y as parfaitement Pardon, répondu. ok, ça. Tu évoquais le fait de devoir être en avance sur ses concurrents. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé avec Pierre-Alain Chéreau à vous associer tous les deux plutôt que d'être concurrents, de mettre ensemble vos forces pour avoir une force de frappe plus impressionnante et plus importante avec les jockeys et les entraîneurs? Ouais, bah, c'est ce qu'on disait, c'est que le métier d'agent, c'est un métier chronophage qui prend énormément de temps, qui pompe énormément d'énergie. Et, euh, et avec Pierre Alain, en fait, quand moi je suis arrivé dans le plat où j'étais l'agent de Christophe Soumillon, on avait commencé à sympathiser parce que je trouvais que c'était un mec sympa, qui était très doué d'ailleurs, parce que ça fait des années qu'il gagnait tout. Et pour être le meilleur, je trouve qu'il faut apprendre des meilleurs. Et donc j'essayais de comprendre comment il travaillait, de m'en inspirer. Et on a beaucoup sympathisé. Le jour où j'ai décidé d'arrêter avec Christophe Soumillon, bah, Pierre Alain m'a proposé gentiment de s'associer pour qu'on soit deux, pour qu'on ait aussi un petit peu plus de temps, pour qu'on puisse de temps en temps prendre une semaine de vacances, profiter un peu plus de la famille, des enfants. Et bah, ça m'a botté. Et puis on a fait ça fin 2022. Ça va faire 1 an et demi déjà que ça dure. Et honnêtement, on est comme deux frères quasiment. Voilà, on travaille tous les jours ensemble en Skype et c'est génial parce qu'on se soutient mutuellement dans les moments difficiles et on partage ensemble les moments forts. C'est vraiment top. Comment se répartit du coup le travail entre vous? Est-ce que vous avez chacun une partie des jockeys auxquels dont vous vous occupez ou est-ce que c'est vraiment réparti équitablement? Chacun travaille pour tous les jockeys. Comment ça s'organise? Ben, en fait, moi, j'avais la spécificité de venir de l'obstacle, donc j'ai gardé quand même quasiment On partage tout, hein, si ça intéresse les gens, tout est partagé, parce que quand on fait équipe, pour moi, on partage ses revenus, ses galères, ses moments de joie, donc on partage tout. Donc, je gère l'obstacle principalement, même si Pierre-Alain s'y intéresse de plus en plus, et ça lui fait plaisir, parce qu'il vient d'une grande famille de l'obstacle, la famille Pelat. Et du coup, en plat, on travaille ensemble tous les jours. Et non, non, il y a pas de un fait plus que l'autre, un gère plus tel jockey que l'autre. On partage tout sur plat et obstacle. On essaye vraiment d'être main dans la main et de travailler de manière collégiale ensemble. Voilà. Après, il y en a qui ont plus d'affinité avec certains entraîneurs. Moi, j'ai plus d'affinité avec d'autres. Voilà, on essaye de se répartir ça intelligemment. Mais dans l'ensemble, on a de problème avec personne et on essaye surtout d'être sympathique, voilà, de prôner la bonne humeur et le sourire et puis d'apporter un service de qualité aux entraîneurs, propriétaires, éleveurs et jockeys, bien sûr. Ok, à l'heure actuelle, du coup, quels sont les jockeys dont vous vous occupez? Alors, les jockeys dont on s'occupe, alors, j'oublie personne en plat. On a Maxime Guyon, Christiane Demureau, Aurélien Lemaître, Théo Bachelot, Anthony Crastus, Yoritz Mendizabal et Gérald Mossé. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait 7. Et en obstacle, on a James Rivlet, Clément Lefebvre, Kevin Nabet, Nicolas Goffnik, qui nous a rejoint depuis le mois de décembre, et Nathan Oui, qui devrait intégrer l'équipe parce que bah, malheureusement ou heureusement, il y a de plus en plus d'agents en obstacle. Donc la concurrence est rude et il faut pouvoir offrir des solutions intéressantes aux entraîneurs. Donc avant, je travaillais qu'avec 2 jockeys parce que ben, il n'y avait pas grand monde sur le marché, c'était suffisant et ça convenait à tout le monde. Mais aujourd'hui, il faut toujours répondre plus aux demandes pressantes et insistantes des entraîneurs et avoir voilà, 5 jockeys de grande qualité dans notre équipe, pardon, ça permet de fournir aux entraîneurs les hommes dont ils ont besoin. Pour rentrer un peu plus dans le détail du rôle de l'agent et de ce en quoi ça consiste par rapport aux entraîneurs notamment, c'est vous qui faites la démarche d'aller vers les entraîneurs pour leur proposer les montes. Est-ce que c'est eux qui ont vos coordonnées, qui savent un peu, qui savent avec qui vous travaillez et donc qui vous appellent? Comment vous choisissez les montes sur lesquelles sur lesquelles les jockeys vont être affiliés au moment des courses? Là, aujourd'hui, on arrive à un stade avec Pierre-Alain où bah, Pierre-Alain, lui, ça fait 15 ans qu'il fait ce métier-là dans le plat. Moi, ça fait moins longtemps que je suis arrivé, mais en obstacle, ça fait déjà une dizaine d'années que je travaille dans ce domaine. Donc, il y a des affinités qui se sont créées, on sait avec qui on travaille, il y a des associations qui sont faites, il y a des jockeys qui ont des contrats. Donc, en fait, ça se fait assez naturellement. C'est plus nous qui contactons les entraîneurs parce qu'au final, c'est notre rôle et c'est notre travail.
Après, le métier n'est pas si simple pour les petites courses à condition, les médaines, les listodes, les groupes, les choses se font assez naturellement parce que ce sont des chevaux que les garçons ont déjà montés ou des entraîneurs pour lesquels ils montent régulièrement. Je prends l'exemple de Christiane Demuro, par exemple, qui est premier jockey de Jean-Claude Rouget. Ben, on sait très bien quand il y a un cheval de M. Rouget qui court et que Christiane est à 95% de chance de le monter. Donc ça, c'est simple. Mais pour les handicaps, par exemple, divisés, où parfois il y a 120, 130, 140 engagés par course, oui, là, il faut faire un travail de pronostiqueur au départ. Ensuite, contacter les entraîneurs pour savoir s'ils vont courir ou non, leur proposer tel ou tel jockey. Il faut faire attention avec les affinités qui se sont créées, donc pas heurter la sensibilité de chacun. Il faut parfois savoir perdre une course, mais pour garder un partenariat avec un entraîneur qui vous donne à manger toute l'année, parce que je trouve ça ultra important. Voilà, on essaye de modeler tout ça avec Pierre-Alain. C'est pas toujours simple, mais au final, on arrive à s'en sortir. Mais c'est vraiment un travail de tous les jours, de tous les instants. Et il faut vraiment être au taquet tout le temps parce que c'est un métier qu'on ne peut pas faire en dilettante, malheureusement. Ok. J'ai une autre question par rapport à ça. Le rôle de l'agent, il va au-delà des choix de montre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez aussi le rôle de débriefer avec les jockeys leurs courses, de leur donner des conseils de montre, ou est-ce que ça ne fait pas partie de vos rôles? Ben, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, cette partie coaching. J'ai entraîné dans le foot à un niveau correct et c'était quelque chose, la préparation mentale, se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans sa vie. Pour nous, ce sont des choses avec Pierre-Alain qui sont très importantes et qui font, je trouve, qu'un jockey peut être performant sur la piste s'il se sent bien dans sa peau, s'il a confiance en lui. Donc oui, l'importance des briefs et des débriefs, elle est primordiale. L'importance aussi d'apprendre à communiquer avec les entraîneurs, avec les propriétaires, avec la presse, avec les turfistes. Il ne faut pas oublier que si on peut vivre de notre passion, c'est aussi grâce à tous ces gens-là qui nous font confiance. Et il faut savoir parfois leur rendre l'appareil. Et puis surtout être sympathique, quoi, avoir le sourire tous les jours, même quand c'est difficile, quand les périodes sont plus creuses, bah, toujours aller de l'avant, se battre. Et voilà, on essaye d'insuffler en plus ce souffle-là et d'être là au quotidien pour nos jockeys, ou voire même pour les entraîneurs qui ont parfois besoin de parler de course, mais aussi d'autres choses. Et on trouve ça important d'être une oreille attentive et pour que tout le monde puisse s'y retrouver, en fait. Tu évoquais le fait que tu avais été aussi entraîneur de foot, donc on voit que tu as aussi une autre passion avec le foot. Est-ce que tu vois des parallèles entre le coaching que tu as pu faire dans le foot et le coaching que tu fais avec les jockeys? Donc, pour expliquer un peu plus en détail la question, tu vois, dans le foot aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui font appel à des coachs mentaux, qui ont leur propre préparateur physique. Et il y a beaucoup de coachs qui sont là-dedans. Et dans les centres de formation, on en voit aussi de plus en plus. Dans le sport de haut niveau, même globalement, on en voit. Et toi, tu as été entraîneur de foot. Quels sont du coup les parallèles que tu vois entre le football et l'entraînement d'un footballeur, que ce soit sur ou en dehors du terrain, et la vie des jockeys? Mais le parallèle le plus important, c'est que je trouve qu'on a oublié pendant très longtemps, moi c'est quelque chose dont je suis convaincu depuis que je suis jeune, pardon, c'est l'importance du mental sur tout ce qu'on va faire, que ce soit dans notre activité professionnelle, dans nos activités personnelles, dans la vie de famille. C'est l'importance d'être bien dans sa tête. C'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a des sports, par exemple, comme le tennis, encore plus que le foot, où on passe d'un état à l'autre en 3 minutes, en 2 minutes, en 1 minute, même parfois d'un point à un autre. Et c'est là où il faut être très fort mentalement et ne pas oublier que c'est le cerveau en fait qui dirige tout le reste, qui dirige le corps, qui dirige les émotions, qui dirige le fait qu'on soit inspiré ou non. Et quand on devient fort mentalement et qu'on est béton à ce niveau-là, il peut rien vous arriver. Enfin, je grossis le trait, mais c'est vraiment l'axe prioritaire. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus dans le sport en général, comme tu disais, de parler d'importance de préparation mentale. Voilà, moi, je suis pas trop un adepte des statistiques, des chiffres, etc. Enfin, je prends ça, mais tout ce qui est trop informatisé, c'est pas trop mon truc. Je suis assez sur l'humain. Et je trouve justement que quand on peut échanger et amener un bien-être mental supérieur à la moyenne, bah, votre jockey ou votre footballeur ou votre tennisman, il va s'en porter que mieux, il va être beaucoup plus performant. C'est une obligation en fait. Ok, merci pour ces réponses. Après, sur la question d'après, vous êtes actuellement concentré donc, sur le plat et l'obstacle avec des top jockeys.
est-ce que c'est une question qui est venue au fil de l'échange? Est-ce que c'est volontaire de votre part de ne pas travailler avec de jockeys à décharge? C'est pas volontaire. On ne fait pas une fixette là-dessus de dire non, on ne prend pas de décharge, que ce soit des apprentis ou des femmes jockeys. Mais honnêtement, ce qui nous manque pour développer cette catégorie-là, ce serait du temps. Et en fait, on pourrait empiler les jockeys, continuer de les empiler, en prendre 20, 25, 30, mais ça n'aurait aucun intérêt parce que, sans redondance, mais on serait en conflit d'intérêts justement, et surtout, on n'aurait pas le temps de bien s'en occuper. Et pour nous, un jeune qui démarre dans le métier a besoin d'un agent, pour moi, qui prend du temps pour lui, que ce soit justement pour ses montes, mais aussi pour tous les à côté, pour lui apprendre tout ce qu'il a à apprendre afin de devenir un top jockey, que ce soit sur la politesse, sur l'humain, sur la communication, sur comprendre les courses. Et honnêtement, on n'aurait pas le temps. On avait essayé, par exemple, avec Léo Roussel, qui est un jockey de qualité et un très bon garçon. Et au final, c'est même pas qu'on est incompétent ou que lui n'est pas compétent, c'est que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps pour ça et ça serait pas bien que de le refaire parce qu'en fait, on prendrait une facturation à un gamin ou à une gamine, entre guillemets, pour pas grand-chose et on ne l'accompagnerait pas au mieux dans ce dont il a besoin, à nos yeux. Donc c'est pour ça qu'on préfère se restreindre là-dessus et rester sur le panel de jockeys qu'on a, expérimenté de haut niveau et rester concentré là-dessus. Ok. Dans les jockeys que vous avez, il y en a qui montent aussi parfois à l'étranger. Est-ce que Oui. ça fait aussi partie du travail que vous gérez ou est-ce que ça, ils le gèrent de leur côté en indépendant? Non, ça fait aussi partie du travail qu'on gère. On a par exemple Aurélien Lemaître, lui par exemple, il est allé au Japon, donc après c'est différent, ils ont des agents japonais. On n'oublie pas qu'il a pu aller au Japon parce qu'il a fini dans les top 5 l'année dernière, donc c'est une récompense aussi pour nous d'avoir réussi à faire ça avec lui, ensemble en équipe, de terminer dans le top 5, pour que lui ensuite vive une aventure au Japon qui a été excellente. Et là, on va encore parler parce que parfois les gens disent oui, les agents ils sont bons qu'à prendre de l'argent, etc. Mais pas du tout. Sur le Japon, par exemple, nous ne prenons rien et ça ne nous empêchait pas de suivre tous les jours, enfin tous les week-ends quand il courait les résultats d'Aurélien, d'échanger avec lui, de l'encourager, de le soutenir. Voilà, il y a des liens d'amitié qui se créent, qui sont forts et c'est important pour nous. Maxime, par exemple, Guyon va beaucoup au Qatar. Pierre-Alain fait un travail monstrueux, par exemple, là-dessus, où c'est lui qui trouve toutes les montres, qui échange au quotidien avec les entraîneurs et les propriétaires qataris. James, l'autre fois, est allé en Angleterre, en Irlande, pardon, pour Monsieur Leach. Pareil, c'est des choses qu'on gère. On est au taquet là-dessus aussi. Et d'ailleurs, ce sont des expériences intéressantes. Outre l'aspect financier, c'est surtout de voyager dans le monde. Quand on a vu Maxime aller gagner avec Junko à Hong Kong, nous, il était 7 ou 8 heures du match, je crois, quand la course s'est courue. Évidemment qu'on est élevé en train de pousser devant notre télé. Ça fait partie du jeu et c'est génial, en fait. Évoquer l'aspect financier, comment se rémunèrent les agents enfin c'est quoi comment se rémunèrent les agents sur les résultats, sur comment c'est calculé? Il y a plusieurs manières de faire. Tout le monde ne fait pas la même. Nous, avec Pierre-Alain, on a une manière sensible de faire. C'est qu'on prend tout simplement un pourcentage au jockey défini en début d'année, un pourcentage général sur toutes ses montes. Voilà, tout simplement. En fait, si le jockey ne gagne pas d'argent et n'est pas à l'arrivée, nous ne gagnons pas d'argent. Ok. Je ne veux pas être plus clair que ça. Nous ne touchons rien sur les montes perdantes, sur tout ça. Voilà, on estime qu'à partir du moment où le jockey gagne de l'argent, nous en gagnons. Et à partir du moment où il n'en gagne pas, on n'en gagne pas non plus. Ce qui nous oblige au quotidien à être ultra performant et à être ultra concentré parce que si pas de résultat, pas de gain, pas d'argent, pas de salaire. Ok. Vous êtes sur le plat et l'obstacle actuellement. Est-ce qu'elle est dans le trot demain avec des drivers ou des jockeys? Ça fait partie de ce que vous pourriez faire à l'avenir, d'aller dans le trot ou pas tellement? Il faut jamais dire jamais. J'ai eu l'opportunité à plusieurs reprises d'avoir des échanges et des demandes là-dessus à ce niveau-là avec certains drivers et certains jockeys dont je tairai le nom. Mais non, en fait, honnêtement, en toute honnêteté, les 3 disciplines, ça ne serait pas gérable. 2 disciplines, c'est déjà énormément de travail et j'ai l'impression déjà parfois de perdre la boule à 35 ans. Donc, on va rester comme ça pour l'instant. Si un jour, pour raison X ou Y, dans quelques années, une décennie ou autre,
on avait arrêté avec Pierre-Alain une des deux disciplines et qu'on voulait se tourner vers le trot, pourquoi pas. Mais pour l'instant, le trot, voilà, moi, c'est plus mon kiff en tant que propriétaire. J'ai 3-4 chevaux qui bricolent actuellement. On rigole, d'ailleurs, on en a un en association avec Christiane Demuro, un avec Maxime Guillon, un avec Aurélien Lemaître. C'est top, on profite, on partage comme ça et ça va très bien comme ça pour l'instant. Est-ce que tu envisages, et vous envisagez avec Pierre-Alain, de développer Plusieurs trucs. l'activité sur d'autres sports? Parce que par exemple, je sais que toi, tu es passionné de foot, et il y a des agents, des intermédiaires dans le foot. Est-ce que ça peut faire partie à l'avenir d'une ouverture que tu aimerais prendre dans ta carrière? Je sais pas du tout, honnêtement, parce que pour l'instant, je me lève le matin, je suis très content de me lever le matin, de rejoindre Pierre-Alain, de travailler ensemble. Autant parfois, dans ma vie, comme certainement beaucoup de personnes, c'est compliqué, on se pose des questions et on se dit, bah tiens, j'aimerais peut-être faire ci, faire ça, changer. Autant là, je me dis, moi, si les choses ne bougent pas, ça me va très bien. Hein. Je vis mon rêve tous les jours de travailler dans le haut niveau de ma passion. Je suis un privilégié, Pierre-Alain aussi, on le sait. Et développer une autre activité d'agent sur d'autres sports, pas forcément, parce que le foot, je trouve, a été gangréné par l'argent. Et justement, on parle moins de passion et de sport et plutôt d'argent. Et ce ne sont pas forcément des valeurs qui m'attirent. Je trouve mon plaisir dans le foot à aller jouer tous les week-ends en R2 et m'entraîner 3 fois par semaine avec des amis, des copains et des gens simples, des bénévoles qui ont des bonnes valeurs. Et pour l'instant, ça nous va bien comme ça. Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner un peu les différents objectifs de vos jockeys cette année? Oui, nos objectifs, ben, écoute, ça va être assez simple. Je vais commencer par l'obstacle. Donc, l'obstacle, eh ben, l'année dernière, on a perdu la cravache d'or au profit de Félix de Gilles parce que ben, Clément a été accidenté pendant 6 mois, Lefebvre. Kevin Nabet avait une suspension, lui, de 6 mois aussi. Malgré tout, ils ont fait 2 super retours pour terminer dans le top 10 avec simplement 6 mois d'activité. James a terminé à la 2e place en ayant eu 4 mois d'arrêt aussi, donc c'était très compliqué. Félix a été très bon toute l'année dernière et il mérite sa cravache d'or. Il l'a volé à personne. On va essayer de batailler avec lui cette année. Voilà. Il y a Nico Goffny qui nous a rejoint, qui fait un super début d'année aussi. Nathan, oui, qui va être là. On va essayer de mettre tout le monde au minimum dans le top 10 pour les 4 premiers cités. Et puis Nathan continuer sa progression avec l'appui de Michael Serror. Voilà. Mais si on pouvait retrouver la cravache d'or, c'est cool. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense à Clément qui ne l'a jamais eu, qui a été 4 fois cravache d'argent, qui mériterait de l'avoir pour tous les efforts qu'il a fait. Et puis gagner des belles courses. Il y a l'aventure avec Il est français qui s'annonce pour James dans le Grand Style de Paris. Ça pourrait être top de regagner ça. Donc ça, voilà pour la partie obstacle. Et puis pour le plat, bah, Maxime et Christian ont fini respectivement cravache d'or et cravache de bronze l'année dernière. On va essayer de faire au moins aussi bien, de gagner autant de groupes 1 qu'on a gagné l'année dernière parce que ça a été assez fou entre Max, Christiane et Aurélien qu'on a gagné énormément avec l'aide de Christopher Red notamment. On va essayer de continuer ça et puis donner le meilleur aussi pour nos autres jockeys parce qu'il n'y a pas que les têtes de liste, mais on pense à Anto Crastus, Yoris Mendizabal, Théo Bachelot qui nous a rejoint, qui fait un super début d'année et Gérald qui revient gentiment là du golf à partir du 15 mars. On va essayer de se battre pour tout le monde et que tout le monde y trouve son compte, humainement et professionnellement. Si, alors après, une toute dernière question. On termine en général nos entretiens par cette question. On voit qu'il y a t'as des hippodromes où il y a énormément de monde. Tu as aussi des journées de course où il n'y a pas beaucoup de monde dans les hippodromes. Il y a des jours aussi où les enjeux sont en baisse et des jours où ils sont peut-être un peu en augmentation, mais il y a quand même parfois des jours où c'est plutôt sur une tendance baissière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer l'attractivité, d'après toi, des hippodromes, faire venir encore plus de monde et avoir beaucoup plus souvent des ambiances comme on peut en avoir à Cran, comme on peut en avoir sur les très grandes journées de course d'Auteuil? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, d'après toi, pour que les gens viennent beaucoup plus aux courses? Mais, je pense que c'est assez culturel. On voit en Angleterre, les tribunes sont toujours pleines à craquer. En France, moi, j'ai eu la chance de grandir dans l'Ouest, à côté d'Angers, et du coup d'avoir le Lion d'Angers, Cran, tous ces hippodromes-là, où honnêtement, il y a toujours du monde aux courses. Et vous voyez des réunions de l'Anjouloir Challenge au Lion d'Angers ou du Grand Cross à Cran, c'est génial, c'est divin. Et les gens sont là, en fait, je pense, vraiment
pour les courses et non pas pour le jeu. Et je trouve que depuis quelques années, on a parlé rentabilité, chiffres, avec des courses au Chili, en Amérique du Sud, tout ça, avec des programmes qui parfois sont devenus un peu spéciaux chez nous, notamment en obstacle où il y a des jours de course, on a 5 hippodromes avec une vingtaine de courses et parfois on n'a pas de course pendant 5 jours. Voilà, je pense qu'il faudrait remettre les courses et le cheval au milieu de tout ça, la passion, et ne pas parler que du jeu, même si c'est le nerf de la guerre et qu'on est tous un peu joueurs dans l'âme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime les courses. Mais je pense que voilà, ramener ce côté passionnant. Les jockeys ont un devoir d'ailleurs pour ça, de faire rêver les jeunes aussi, les entraîneurs aussi, les propriétaires aussi. C'est pour ça que la communication est ultra importante. Mais je trouve que si on s'attelait à ça, on pourrait remplir un peu plus les hippodromes et ne pas oublier que les courses, avant d'être un jeu et un pari et quelque chose qui peut vous permettre de gagner ou perdre de l'argent, c'est aussi un spectacle. Et venir aux courses en famille, même qu'on n'y connaît rien, c'est un après-midi génial, garanti, et des souvenirs plein la tête. Ce n'est que mon avis, en tout cas. Et voilà, c'est la fin de ce 10e épisode d'Epic Story. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on en a pris à le faire. Un grand merci à Giovanni pour sa disponibilité et sa réponse à toutes nos questions. Et on vous dit à très vite sur Epic Story.